Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Emmanuel Larchon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez derrière vous une longue carrière de diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, dont vous avez notamment été le directeur adjoint en charge de la diplomatie publique, mais aussi le porte-parole. J'ajoute que vous avez également été ambassadeur d'Israël en Belgique et au Luxembourg. L'Élysée a annoncé ce matin que la France et l'Arabie Saoudite co-présideraient une conférence sur une solution à deux États. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu à ce sujet avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, après avoir reçu hier le roi de Jordanie, Abdallah II, à l'Élysée. Est-ce que le temps est déjà venu, Emmanuel Larchon, de relancer une perspective politique pour les Israéliens et les Palestiniens, comme l'affirme et l'évoque la présidence de la République aujourd'hui ? Alors là, je crois qu'il faut faire un peu la part des choses, parce que c'est évident qu'il faut commencer à construire une perspective, je dirais, stratégique, une perspective politique, ça c'est bien évident. Parce que quelle que soit la suite du conflit à Gaza, c'est évident qu'il faut envisager déjà les années à venir, et ça doit passer par la diplomatie, c'est absolument certain. Maintenant, est-ce que la France doit faire part de cet effort diplomatique ? Ça, c'est une autre question. Là, je suis un peu dubitatif, et franchement, quand il s'agit d'initiatives diplomatiques françaises, souvent, elles ne servent que les intérêts de ceux qui les proposent, à savoir le président de la République française. Est-ce que c'est vraiment de cela dont nous avons besoin ? Je ne pense pas. Donc vous interrogez à la fois sur la légitimité de la France à poser ce genre d'idées sur la table et aussi sur peut-être le timing ? Mais je dirais que ce n'est pas tellement une question de légitimité, c'est surtout une question d'importance. Est-ce que la France fait le poids ? Est-ce que la France est vraiment en mesure de faire un changement au Moyen-Orient ? Et la réponse est probablement négative. Les seuls acteurs qui sont en mesure vraiment de provoquer un changement stratégique, un changement profond dans notre région, ce sont les Américains, appuyés par l'Arabie saoudite. Donc je dirais que c'est un axe Trump-Mohammed Ben Salman qui serait l'axe réussi et intéressant pour faire aboutir une initiative diplomatique profonde et sérieuse qui nous permettrait tout d'abord de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous autres Israéliens, face aux Palestiniens, et puis deuxièmement, de créer une nouvelle réalité régionale, surtout face aux Iraniens, qui représentent vraiment un danger commun à tous les pays de la région. Donc Washington-Riyad plutôt que Paris-Riyad. Mais oui, mais Paris n'a aucune signification. Je veux dire, j'adore Paris. Mais Paris n'a aucune importance diplomatique à échelle mondiale, il faut le dire honnêtement. Regardez, la France, alors elle fait partie de l'Union européenne. L'Union européenne n'est plus vraiment un acteur de très, très grande puissance ou de très grande taille. On voit ça aussi dans le contexte de la Russie et de l'Ukraine, parce que s'il y a solution au conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, c'est évident que ça passe par Washington et ça passe ni par Bruxelles ni par Paris. Et au Moyen-Orient, je dirais que c'est plus ou moins la même chose. Et d'ailleurs, il suffit de poser la question aussi aux autres acteurs du Moyen-Orient. Parce qu'à Paris, on a beau venir avec des propositions, encore faut-il qu'elles soient acceptées un peu partout dans la région, du Caire en passant par Riyad, Beyrouth, Damas, etc. Et jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune indication qu'il y avait un intérêt quelconque à ce que la France soit à la tête d'une initiative quelconque. Je vous rappelle les dernières initiatives françaises, notamment cette conférence, cette pseudo-conférence pro-palestinienne tenue par l'ex-président François Hollande pour sauver sa présidence à 2 ou 3 mois des élections. Alors voilà, donc si c'est encore une fois pour servir, je dirais, de pion ou d'instrument dans une politique politicienne franco-française, je peux vous assurer que nous n'avons aucun intérêt. Cette impuissance française sur le dossier palestinien existe également sur le dossier libanais, alors que des négociations vont probablement assez vite s'ouvrir entre Israéliens et Libanais pour d'éventuelles délimitations de leurs frontières terrestres, cette fois communes. Alors je dirais que le seul contexte dans lequel la France, disons, pèse un peu son poids, c'est effectivement le contexte libanais. Mais là aussi, sans les Américains, on n'arrive nulle part. Et ça, on l'a bien vu avec le cessez-le-feu avec le Hezbollah, qui a été imposé par les Américains aux uns comme aux autres. Donc vous voyez maintenant, et surtout avec une présidence, je dirais, aussi puissante, aussi forte que la présidence Trump,
c'est bien évident que c'est les Américains qui mènent la danse. Alors, la France, effectivement, joue un rôle, je dirais, un peu plus constructif, un peu plus intéressant dans le contexte libanais, mais ça se limite au contexte libanais. Et quand vous faites un zoom-out, quand vous regardez la région, disons, comme ça, d'un regard un peu plus lointain, ce sont de nouveau, comme je vous le disais, ce sont les États-Unis et l'Arabie saoudite qui sont véritablement les acteurs importants à échelle régionale et régionale plus. Alors, à cela, il faut ajouter, évidemment, Moscou et Beijing aussi, quand on regarde d'un peu plus loin, parce que les intérêts russes et chinois quand même sont très importants dans cette région et nul ne peut les ignorer, mais tout cela, ça passe par Washington. Quand Emmanuel Macron déclare, comme il l'a fait hier, qu'il n'y a pas de solution militaire possible à Gaza, est-ce qu'il se trompe fondamentalement à vos yeux, Emmanuel Larchon? Est-ce que vous considérez, autrement dit, que la reprise des frappes à Gaza constitue, et je cite une nouvelle fois chef de l'État, un retour en arrière dramatique? Bon, alors, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut utiliser la force militaire, mais tout cela dans le contexte d'une réflexion stratégique. C'est-à-dire qu'utiliser la force militaire juste pour dire, voilà, nous avons détruit tant et tant de bâtiments ou nous avons tué tant et tant de personnes, ça ne veut absolument rien dire. Si ça sert un but stratégique, ça c'est totalement autre chose et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer parce que cette utilisation de la force qui a reçu l'aval de Washington, en fait, elle sert un but diplomatique très clair, qui est celui de créer des conditions qui permettraient la libération des otages. Donc on peut y voir un moyen, un levier de pression sur le Hamas pour qu'il accepte finalement la proposition de l'émissaire américain Steve Witkoff, à savoir la libération de 5 otages vivants en échange de la prolongation de la phase 1 du cessez-le-feu. Non, alors je crois que là, on va beaucoup plus loin, parce que on n'est plus du tout, je dirais, dans le détail du plan Witkoff. On est maintenant dans une nouvelle phase, et je crois que cette nouvelle phase, elle va beaucoup plus loin, parce que ce que nous disons au Hamas, et le message est très très clair, vous libérez tous les otages, vous cessez vos hostilités, vous quittez la bande de Gaza, sinon vous allez être détruits. Donc je crois que ça va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, donc on revient à ce qu'étaient les demandes israéliennes au tout début de la guerre en octobre ou novembre 2023. Oui, mais à la différence près que cette fois-ci, nous avons démontré notre capacité et notre volonté de faire des compromis, puisqu'il y a eu quand même un accord, il y a eu une première phase de libération d'otages. Donc nous avons démontré qu'Israël était de bonne foi et que ce sont nos ennemis, à savoir le Hamas, qui ne sont pas de bonne foi et qu'ils ne veulent pas libérer les otages. Pourquoi ? Parce que pour eux, libérer les otages, en fait, c'est abandonner la dernière garantie de leur survie. Et ils le savent très bien. Mais à tout cela, ils auraient dû réfléchir évidemment avant le 7 octobre. Est-ce qu'Israël pourrait accepter la libération de l'ensemble des otages, 59 otages retenus, dont 24 vivants, en échange d'un cessez-le-feu durable, mais sans la démilitarisation du Hamas ? Non, je crois que la démilitarisation de la bande de Gaza est une condition absolument essentielle. En fait, ce que nous voulons, c'est créer une nouvelle réalité dans cette bande de Gaza, une nouvelle réalité d'ailleurs qui serait en faveur d'Israël, certainement, mais qui est aussi en faveur des Palestiniens. Parce qu'en fin de compte, les grandes victimes de ce qui se passe ces 2 dernières années, ce sont aussi les Palestiniens et les Palestiniens de la bande de Gaza qui ne sont pas tous des gens qui soutiennent le Hamas. Alors je dirais qu'il faut déconnecter et pour créer cette nouvelle réalité, il faut qu'elle soit appuyée d'une menace militaire crédible. Qu'en France, et pas seulement en France, d'ailleurs les Nations Unies nous disent « Ah non, c'est pas bien, il faut pas utiliser la force », mais c'est ce qu'on nous a dit aussi après le 7 octobre. En fait, si ça dépendait des Nations Unies et d'autres acteurs, tels que notamment certains acteurs européens, Israël ne pourrait jamais utiliser la force. Alors, c'est absolument illogique parce que nous devons nous défendre, nous devons nous protéger. Nous avons été agressés de manière ignoble et sauvage. Et il est tout à fait normal que ce que nous essayons de faire, c'est non seulement, je dirais, de rétablir le status quo ante, mais aussi de créer une nouvelle réalité régionale qui, en fin de compte, sera avantageuse pour tous les acteurs. Je reviens à la diplomatie, aux diplomaties européennes, avant de revenir sur le terrain, Emmanuel Larchon. Est-ce que cette ligne française que nous évoquions tout à l'heure au début de cet échange est partagée par les principales capitales de l'Union européenne ? Je pense notamment à l'Allemagne avec cette déclaration hier de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui a déclaré que les raids israéliens sur Gaza, je la cite, brisaient les espoirs tangibles de tant d'Israéliens et de Palestiniens de voir la fin des souffrances de tous côtés. Fin de citation. Oui. Alors là, je dirais qu'il faut faire la part des choses, parce que l'Allemagne, de manière générale, s'avère être effectivement un allié
formidable de l'État d'Israël. Je dirais que l'Allemagne est le deuxième meilleur ami d'Israël après les États-Unis. Et ça a été démontré au fil des années, ça a été démontré depuis octobre 2023. Quelle que soit la couleur politique de la chancellerie. Exactement, quelle que soit la couleur politique. Mais étant donné le résultat des élections allemandes, de toute manière, alors la perspective de Madame Baerbock, évidemment, elle est importante, mais je dirais qu'elle n'est pas essentielle dans la mesure où Madame Baerbock ne fera pas partie du prochain gouvernement allemand. Le prochain gouvernement allemand sera composé par les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et donc, avec une attitude qui sera encore plus pro-israélienne. Et qui soutiendra l'État d'Israël, qui nous soutient déjà maintenant, mais qui nous soutiendra encore plus. Donc, effectivement, quand on regarde l'Europe, je dirais qu'il y a plusieurs Europes. Vous avez une Europe qui est un peu plus sous l'influence de Paris, une autre Europe qui est un peu plus sous l'influence de Berlin. Vous avez l'Europe de l'Est qui est carrément pro-israélienne, qui comprend exactement la nature des dangers auxquels nous faisons face, notamment, parce que c'est quand même un point important, notamment le danger de l'islam et de l'immigration musulmane. C'est à travers ce prisme-là principal qu'est vu le conflit israélo-palestinien en Europe centrale et en Europe de l'Est. Oui, tout à fait. En fait, c'est vu parce que quand on voit le Hamas, je dirais par des yeux polonais ou tchèques ou slovaques, ce qu'on voit surtout, c'est le danger de l'islam radical tel qu'il se profile et tel qu'il se présente en Europe occidentale. Et là, on en a la démonstration, malheureusement, en permanence, puisqu'il y a des attentats, il y a des attaques, il y a des déclarations incendiaires, des drapeaux brûlés, des attaques antisémites. L'antisémitisme a monté en flèche en Europe, et justement pour des raisons qui sont liées à l'immigration musulmane. Alors, on ne peut pas se voiler la face, si je puis me permettre de dire. Et voilà, donc, c'est la situation, et je dirais que ça a quand même c'est un élément qui a quand même son importance dans la manière dont les perceptions et les perspectives de politique étrangère sont façonnées en Europe de l'Est. De ce point de vue-là, vous avez compris, Emmanuel Narchon, la polémique autour des invitations faites à l'occasion la semaine prochaine de l'organisation d'une conférence internationale sur l'antisémitisme, avec un certain nombre de responsables juifs de la diaspora qui refusent de s'y rendre compte tenu des invitations faites notamment à Jordan Bardella ou à d'autres leaders d'extrême droite. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une grave erreur. Mais je crois, franchement, moi je ne suis plus un officiel du gouvernement israélien, alors je peux me permettre de le dire tout à fait ouvertement. Monsieur Chikli n'est pas la personne la plus intelligente, disons, n'est pas le membre le plus intelligent du gouvernement israélien. Il a déclaré hier soir que le principal danger pour la diaspora n'était pas la droite ou l'extrême droite, mais l'islamisme. Oui, mais M. Chikli ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît pas l'histoire de l'Europe, il ne connaît pas l'histoire du peuple juif. On dirait qu'il est né hier et qu'il constate une certaine réalité sans en comprendre les racines ni la nature profonde. Nous avons souffert au fil des siècles de l'extrême droite européenne, des nazis, des fascistes, de manière qui est 100 000 fois plus grave que les difficultés auxquelles nous faisons face avec les musulmans. Or, ces partis d'extrême droite en Europe, en France notamment, ont des racines dans le fascisme et dans le nazisme du siècle dernier. Des racines et une actualité aussi qui se rattache malgré tout, notamment sur le plan local, à cette extrême droite traditionnelle. Alors là, je dirais la chose suivante. Je dirais que c'est à eux de démontrer le contraire. Ils ne l'ont pas fait, selon vous, depuis le 7 octobre en France, si on prend le cas du RN? Ils l'ont fait d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, ils ont dit tout ce qu'il fallait dire. Mais ont-ils fait tout ce qu'il fallait faire? Ça, c'est une autre chose. Je dirais que quand on analyse, quand on décortique un peu ces partis d'extrême droite, alors que ce soit en France, en Allemagne, un peu partout en Europe, on s'aperçoit qu'il y a quand même des racines qui sont des racines pro-collaborationnistes, des racines antisémites. Donc il y a beaucoup, je dirais que, alors ce n'est plus Jean-Marie Le Pen, d'accord, parce qu'avec Jean-Marie Le Pen, c'était beaucoup plus facile, vu qu'il était antisémite. Alors c'est une nouvelle génération, mais c'est une nouvelle génération qui n'a pas nié, je dirais, son passé, ou le passé de ses fondateurs. Et il y a d'autres choses qui doivent être faites. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être fait pour montrer, pas seulement proclamer que le parti n'est plus antisémite? Alors là, je dirais que ça, c'est une démonstration qui viendrait éventuellement avec l'exercice du pouvoir. Mais pour l'instant, c'est à eux de démontrer qu'ils ne sont pas ce qu'ils semblent être.
Qu'est-ce qui a conduit, selon vous, je reviens au terrain, Emmanuel Larchon, qu'est-ce qui a conduit, selon vous, Benyamin Netanyahou à décider de la reprise des opérations militaires, peut-être leur intensification dans les prochains jours ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi en ce début de semaine ? Est-ce qu'il y a une forme de coordination qui a été mise par ailleurs, faite avec les autorités américaines qui ont démarré des frappes assez fortes contre les Houthis du Yémen ? Est-ce qu'il y a un plan plus global qui a été élaboré entre les deux alliés ? Alors là, je crois que vous me permettrez d'être un peu plus cynique. Je vous en prie. En vous disant que les calculs sont tout d'abord des calculs de politique interne en Israël. Donc c'est le retour de M. Ben Gvir au gouvernement, c'est la nécessité de faire passer le budget jusqu'à la fin du mois, parce que si le budget ne passe pas jusqu'à la fin du mois de mars, le gouvernement tombe automatiquement et donc les élections, les élections anticipées doivent avoir lieu très, très rapidement, et c'est quelque chose que M. Netanyahou ne peut pas se permettre. Donc c'est un coup tactique. C'est un coup tactique. C'est un coup tactique dont le but est de ramener Ben Gvir au gouvernement, de faire passer le budget, de donner, je dirais, à chacun de ces acteurs, en fait, de ces partenaires de coalition, ce qu'il désire. Alors, pour M. Ben Gvir, c'est la démission ou c'est le limogeage du chef du Shin Bet. Qui doit être confirmé ce soir par le cabinet israélien. Éventuellement, oui. Et encore faut-il voir s'il est légal ou non. Parce qu'il y a quand même des questions de légalité qui se posent et qui seront certainement examinées par la Cour suprême, qui elle-même est perçue comme un ennemi par ce gouvernement. Et puis il y a aussi... Benjamin Netanyahou a parlé hier de Deep State. Oui. D'État profond en Amérique comme en Israël, ce qui a beaucoup fait réagir. Oui, moi je vous dirais la chose suivante. Vous voyez, je suis à Paris maintenant pendant 2 jours. J'ai quitté un Israël démocratique et je rentrerai probablement dans un Israël qui est moins démocratique. À cause du limogeage du chef du Shin Bet et surtout du limogeage de la conseillère juridique du gouvernement, de Madame Baharav Miara. Qui s'était interrogé justement sur les conditions légales d'application de cette décision de Benjamin Netanyahou. Et qui représente, je dirais, le meilleur garde-fou contre ce genre de dérive antidémocratique. Alors, si elle est limogée, je vous assure que c'est la catastrophe. Et ça changera profondément la nature de l'État d'Israël. D'ailleurs, c'est exactement ce que souhaite Benjamin Netanyahou, puisqu'il a mis un post sur X, sur l'ancien Twitter, en disant, voilà, je suis un homme fort, je suis un dirigeant fort comme Trump aux États-Unis, et le Deep State s'y oppose, etc. Alors que, évidemment, l'un n'est pas comparable à l'autre. Netanyahou n'est pas un homme fort, Netanyahou est un homme très, très faible. C'est un homme, maintenant, qui fait face à un procès, et ce procès, d'ailleurs, parce que là aussi, c'est une question de timing. Le procès de Netanyahou commence à rentrer dans une phase très intéressante, puisque son témoignage à lui se termine bientôt, et bientôt commencera ce que les Américains connaissent bien, donc c'est la contre-interrogation. Il sera interrogé par le parquet, et là, ça risque d'être très, très, très brutal. Parce que les reproches qui sont faits à M. Netanyahou, quand même, sont étayés et sont basés sur des preuves et sur une enquête de police de plusieurs années, et il devra donner des réponses qui ne lui seront pas nécessairement faciles. Alors tout ça, justement, ça a lieu plus ou moins en même temps. C'est-à-dire c'est fin mars, début avril, plus ou moins avant Pessah. Et puis après, vous avez la pause de la Knesset pour Pessah pendant 2 mois et reprise de l'activité politique par la suite. Et je crois que il faut tenir jusque-là. Exactement, c'est ce que souhaite M. Netanyahou. Maintenant, qui est un maître tacticien, il faut dire qu'il est 1000 fois plus intelligent politiquement que tous les autres politiciens israéliens. Mais est-ce qu'il pourra tenir sur le fond ? Ça, je ne le sais pas. Vous parliez, Emmanuel Larchon, d'un coup tactique, notamment pour permettre le retour de d'Itamar Ben-Gvir au sein du gouvernement. Par conséquent, est-ce qu'il faut en déduire qu'Israël n'acceptera aucune trêve tant que ces étapes-là ne seront pas passées, c'est-à-dire au moins 1 mois ou 2 ? Oui, probablement. Probablement, parce que c'est ça justement la logique, je dirais la logique du choix politique qu'a fait M. Netanyahou. Donc lui, il a viré à droite, il a viré vers l'extrême droite. Est-ce que ça impliquera aussi une exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes ? Ça, je ne le sais pas, nul ne le sait, parce qu'il n'a probablement pas de majorité pour ce genre d'initiative. Mais si ça dépendait de Netanyahou, il donnerait tout à ses alliés pourvu qu'il puisse rester au pouvoir. Vous nous décrivez un maître des horloges, comme on dit à propos d'Emmanuel Macron. D'une certaine manière, oui. Oui, je crois que les Israéliens s'en rendent de plus en plus compte. C'est quelqu'un qui veut notamment éviter à tout prix une enquête
sur les événements du 7 octobre et surtout sur les racines du 7 octobre, parce que ce n'est pas seulement les événements du jour même, il faut comprendre aussi quelle est la stratégie, quelles sont les erreurs de stratégie qui nous y ont menés. Et notamment le rôle du Qatar, sur lequel on commence à s'interroger de manière de plus en plus scrupuleuse sur les relations de son entourage avec l'État qatari. Le Qatar qui joue un rôle néfaste, justement, chez les proches de M. Netanyahou. Maintenant, est-ce que c'est arrivé à M. Netanyahou lui-même ou non? Ça, je ne sais pas. Je veux dire, si le Qatar subventionne des conseillers de M. Netanyahou, le Qatar qui est un pays ennemi, qui est un pays qui est aligné clairement en faveur du Hamas, dont l'organe de presse Al Jazeera est l'organe de presse du Hamas. Alors, que dire de plus? S'il soudoie des conseillers politiques de M. Netanyahou, est-ce qu'ils ont essayé de soudoyer M. Netanyahou aussi? Est-ce que Benjamin Netanyahou est prêt aujourd'hui à relancer une offensive terrestre de longue haleine et pas seulement pour ces deux prochains mois, et d'autant plus si cela implique le rappel des réservistes et un coût des efforts sur le plan économique qui ne sont pas modestes? Oui. Alors là, je dirais qu'il y a plusieurs considérations. Tout d'abord, je crois qu'il faut comprendre, il faut accepter qu'une grande offensive terrestre signifie probablement la mort des otages. Alors, est-ce que M. Netanyahou... Et ça, c'est un choix, je dirais que c'est un choix absolument dramatique, c'est un choix churchillien à faire. Est-ce qu'on sacrifie les otages pour liquider le Hamas? Parce qu'une offensive terrestre signifierait aussi la liquidation physique totale du Hamas. Alors, est-ce qu'on sacrifie les otages pour liquider le Hamas ou bien est-ce qu'on sauve les otages, quitte à remettre le deuxième round avec le Hamas pour plus tard? Alors ça, ce sont de très très grandes questions qui se posent. Ces deux hypothèses méritent, selon vous, Emmanuel Narchon, d'être véritablement évaluées. Il n'y en a pas une forcément qui prend le dessus de manière réduisante, notamment sur le plan moral. Les deux sont, pour un dirigeant politique, deux hypothèses à évaluer sérieusement compte tenu de leurs conséquences. Ça dépend à qui vous posez la question. Si vous me posez la question, alors si vous me posez la question à titre personnel, il est bien évident que libérer les otages est impératif. C'est un impératif moral, c'est un impératif juif. Nous touchons ici, je dirais, aux racines les plus profondes de l'identité de notre peuple. Et notre peuple a toujours sanctifié la vie. Et je crois que s'il y a défaillance maintenant, si nous n'agissons pas selon ces principes fondamentaux, je crois que nous portons atteinte à l'avenir de notre peuple et à sa nature. Mais pour ce qui est de M. Netanyahou et de l'extrême droite israélienne, évidemment, leur perspective est entièrement différente. Alors je reviens au terrain avec l'évolution de l'offensive terrestre. Après des frappes aériennes la nuit dernière dans la région de Beth Lahiya, ça a lancé des opérations terrestres le long de cette côte au nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a demandé par ailleurs aux Gazaouis, notamment sur le réseau social X, de s'éloigner du centre de Gaza aujourd'hui et d'éviter la route Salah Adin qui traverse le nord et le sud de la bande de Gaza. Est-ce qu'Israël peut se retirer à court terme ou à moyen terme du corridor de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux et qui permet justement d'en contrôler les échanges? Moi, je dirais que tactiquement, ça serait une erreur. Parce que cette bande de Gaza, il faut la surveiller, il faut la contrôler, il faut la patrouiller. Si nous voulons vaincre le Hamas, il faudra probablement être sur le terrain. Le 7 octobre est la conséquence d'une conception qui voulait qu'on peut gérer le danger du Hamas sans être présent dans la bande de Gaza. Et on a vu la catastrophe. On a vu le drame que ça a entraîné. C'est évident que de toute manière, notre réalité sécuritaire sera totalement différente et qu'il faudra faire acte de présence. Alors, maintenir une présence israélienne après un cessez-le-feu? Alors, ça dépend dans quelle situation et dans quel contexte. À la rigueur, si ce n'est pas une présence israélienne, il faudra que ce soit une présence de force internationale crédible. Et quand je dis crédible, ça veut dire... de la FINUL. Ah oui, pas l'ONU. Une force crédible menée par les Américains et avec des pays sérieux qui sont engagés à maintenir la paix et la sécurité. Et qui pourraient utiliser la force? Évidemment. Et quel pays souhaiterait aujourd'hui envoyer des soldats, que ce soit des pays occidentaux, des pays arabes, avec la menace de se les voir tuer? Est-ce qu'il y a certains pays qui pourraient aller jusque-là? Oui, mais c'est exactement pour ça que nous devons créer une nouvelle réalité sur le terrain. Alors que ça soit après avoir libéré les otages, ou que ça soit selon ce que veut notre gouvernement rapidement, mais il faut impérativement qu'il y ait une nouvelle réalité sur le terrain. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que l'administration Trump envoie des soldats américains sur place? Je ne le sais pas. La dernière fois que les Américains ont envoyé des soldats dans la région, ça s'est
ça a très très mal tourné. Je vous parle de l'intervention au Liban en 83. Et les Américains ont de très très mauvais souvenirs. Je ne vous parle même pas de la guerre en Irak, etc. Ou de l'Afghanistan. Ou de l'Afghanistan. Donc, est-ce que les Américains enverront des soldats ? Probablement non. Ou pas dans ce contexte-là, mais éventuellement dans un autre contexte, post-conflit, dans un cadre de reconstruction qui n'est pas seulement la reconstruction physique de la bande de Gaza, mais surtout, je dirais, la reconstruction politique de la région, peut-être oui. Mais ça, c'est à voir. Et encore une fois, je dirais que ça dépend beaucoup du genre de réalité que nous sommes capables de créer dans la région. Au début du mois de mars, Israël a décidé de l'arrêt des convois d'aide humanitaire d'urgence à destination de Gaza, puis la fin de la fourniture d'électricité. Est-ce que c'est un levier, Emmanuel Larchon, qui vous paraît utile dans les négociations aux côtés de ces frappes ? On met souvent en avant l'exemple de ce qui s'était passé en novembre 2023, qui avait permis, à travers notamment ces pressions militaires et humanitaires, à la libération de 50 otages en échange d'un cessez-le-feu. Est-ce que c'est une carte à jouer ? Oui, c'est tout à fait une carte à jouer. Il faut la jouer intelligemment, il faut la jouer de manière qui respecte le droit international, puisqu'il ne s'agit pas de faire en sorte que les habitants de la bande de Gaza meurent de faim, mais ce qu'on a constaté au fil des mois, et ça c'est assez clair, que de toute façon il y a un surplus dans la bande de Gaza et que ce surplus il est géré par le Hamas qui reçoit gratuitement de l'aide humanitaire et qui le vend à la population. Donc en fait ce que nous sommes en train de faire, c'est d'enrichir les coffres du Hamas qui du coup peut acheter des armes et peut se renforcer. C'est illogique et c'est contraire à tout ce que nous souhaitons faire. Donc s'il faut utiliser cette carte de l'aide humanitaire, eh bien utilisons-la. Oui, tout à fait, mais de manière sérieuse et respectable. Sérieuse et respectable, est-ce qu'Israël, dans ce cadre-là, pourrait prendre le contrôle de la distribution de l'aide humanitaire aux populations civiles ? Alors ça, c'est une bonne question, parce que là, ça risque de nous entraîner, si vous voulez, d'un côté, je vois l'avantage. L'avantage, c'est que nous ferons en sorte que l'aide humanitaire arrivera directement à ceux qui en ont vraiment besoin et ne passera pas par des intermédiaires tels que le Hamas. Le désavantage, c'est qu'Israël se retrouvera impliqué et imbriqué encore plus dans une nouvelle occupation de la bande de Gaza. Et c'est quelque chose qui n'est pas souhaité. Je crois que la décision d'Ariel Sharon en 2005, oui, parce que c'est quand même, parce que on y revient, je dirais d'une certaine manière, ce sont des boucles et des cercles qui se referment. Alors cette décision prise en 2005, à mes yeux, a été une bonne décision, mais elle a été mal gérée et elle n'a pas été suivie politiquement. On s'est contenté de dire ok, on quitte la bande de Gaza et puis voilà, et maintenant c'est votre problème. Alors que la réalité, évidemment, est beaucoup plus complexe. De toute manière, nous payons toujours le prix lorsque nous agissons tactiquement sans stratégie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Israël n'a aucune stratégie. Nous n'avons aucune stratégie à long terme. Si vous demandez à quelqu'un, à un membre du gouvernement, comment envisagez-vous Israël dans 5 ans, dans 10 ans, les relations avec les voisins, etc., ils n'ont absolument aucune idée. Ils sont capables de gérer le quotidien et rien de plus. Et ça, c'est notre tragédie véritable. Parce que pour se sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, il faut impérativement avoir une vision des années à venir. Et pour nous, mais pas seulement nos années à venir, aussi les années à venir des Palestiniens et de nos voisins dans la région. Ce n'est pas ce qui est fait côté israélien lorsqu'on envisage et qu'on discute autour d'une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite qui aurait des conséquences assez vastes. Oui, mais on parle de normalisation avec l'Arabie Saoudite sans comprendre qu'elle vient avec un prix assez élevé. Parce que d'ailleurs, les Saoudiens le disent eux-mêmes, et nous refusons de les écouter. Les Saoudiens disent, si vous voulez une normalisation, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous devez accepter le plan saoudien, donc le plan arabe de 2002, avec tel ou tel changement. Et puis, surtout, vous devez envisager un avenir politique pour les Palestiniens. Alors que ça soit un État indépendant, que ça soit un autre avenir politique, ça je ne sais pas, c'est quelque chose à négocier. Maintenant, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez M. Netanyahou déclarant aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura un avenir politique pour les Palestiniens ? Bien sûr que non, ça serait un suicide politique. Or, c'est exactement ce que les Saoudiens exigeront. Et mais comment fera-t-il si Donald Trump pousse en faveur de ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite, avec lequel un accord de défense pourrait par ailleurs être signé avec Washington? Est-ce que Benjamin Netanyahou pourra là aussi faire avancer ses pions alors que Donald Trump pressera peut-être particulièrement fort pour qu'un accord ait lieu? Ouais, alors là, je me risque un peu, disons, dans le domaine du pronostic ou de la prophétie, mais je dirais la chose suivante. De manière générale, connaissant la nature de Donald Trump et connaissant la nature de Benjamin Netanyahou, au bout du compte, Netanyahou fera toujours ce que Trump lui dira de faire. Donc, en fin de compte, si Trump insiste, et si pour Trump c'est absolument essentiel
que la normalisation avec l'Arabie saoudite passe aussi par un avenir politique pour les Palestiniens, c'est probablement ce qui aura lieu. Je vous dirais d'une certaine manière, et je crois que les Israéliens sont désespérés. Et ce manque de perspective d'avenir nous pousse de plus en plus à souhaiter une solution imposée. Et peut-être Trump est la personne qui sera capable d'imposer une solution aux Israéliens et aux Palestiniens, étant donné que les Israéliens et les Palestiniens sont absolument incapables, et ils ont démontré au fil des années leur incapacité d'arriver eux-mêmes entre eux à un accord. Merci beaucoup, Emmanuel Narchon, d'avoir été avec nous ce soir dans Géopolitique, le MAG. Je rappelle que vous avez été notamment directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères et ambassadeur d'Israël en Belgique et au Luxembourg. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.